Merci beaucoup. Pas de souci. Donc, le premier partage que je voulais vous faire, c'est celui-ci. C'est en fait que où aller chercher l'information de base qui est issue de tous vos bouquins, ben, ce sont les sociétés savantes. Et donc, notamment, la Haute Autorité de Santé. En ce qui nous concerne, moi, je suis donc cardiologue. C'est pour ça qu'on m'a invité à vous parler de fibrillation atriale ce soir. Les cardiologues, leur source leur référence, c'est la Société européenne de cardiologie. Et donc, vos bouquins sont aussi issus des recommandations issues de la Société française la Société européenne de cardiologie. Et donc, vous voyez que chaque année, en août, il y a un gros congrès qui s'organise dans un pays européen qui change à chaque fois. Et donc, il y a des recommandations qui sont établies, qui sortent et que normalement, tous les cardiologues sont censés avoir lu. Et comme par hasard, vous voyez qu'en 2024, donc je suis allé là, c'est ma copie d'écran, vous voyez que c'est 2024, fibrillation atriale, syndrome coronaire aigu, hypertension artérielle, artériopathie périphérique, vous voyez que des choses qui vous parlent un petit peu. Si on fait dans YouMore, vous voyez que chaque année, eh bien, il y a énormément d'items que vous apprenez qui sont finalement synthétisés dans des recommandations. Donc, c'était le deuxième message que je voulais vous apporter. Même dans votre culture médicale, quand vous serez thésé, eh bien, il faudra continuer à apprendre, il faudra continuer à lire en fonction de ce que vous allez choisir, ben, les recommandations en fonction des sociétés savantes, en fonction de votre spécialité ou en médecine générale, en fonction de l'organe que vous allez gérer. Alors, pour revenir à notre thème du soir, la fibrillation atriale, c'est l'une des arythmies, des troubles, c'est l'un des troubles du rythme les plus fréquents dans la population générale. Donc, vous allez souvent entendre parler, enfin, avoir des patients qui ont des antécédents de fibrillation atriale. C'est souvent intriqué. Et donc là, vous voyez que dans la recommandation de l'ESC, c'est important de connaître cet item-là parce que les symptômes, ils peuvent être polymorphes. Essentiellement, ben, ça donne des palpitations, ça donne des dyspnées, fatigue, vertige, vous voyez, anxiété. C'est assez polymorphe. C'est une source importante d'hospitalisation, d'insuffisance cardiaque. C'est très connu des neurologues aussi parce que c'est une source d'infarctus cérébral. Et donc, pour le cardiologue, c'est quasiment ben, son pain quotidien. On va commencer par le cas numéro 1. Donc, c'est que des cas qui finalement sont un peu transversaux, mais qui sont un peu ciblés quand même sur la fibrillation atriale et qui sont vrais, qui sont simplifiés pour que vous puissiez les prendre en charge, mais qui sont quand même issus de patients réels. Donc, vous avez Madame MD, donc vous avez déjà eu le cas, 68 ans, elle se présente pour un bilan cardiovasculaire. On vous dit qu'elle a un antécédent de remplacement de la valve mitrale par une prothèse mécanique suite à une sténose mitrale sur une origine rhumatismale. Elle a une fibrillation atriale depuis 10 ans, antécédent de néoplasie mammaire. Ses facteurs de risque cardiovasculaire, son âge, son diabète, et vous avez donc les traitements qui sont listés juste en bas. Elle vient vous voir en consultation. Donc, que vous soyez généraliste, que vous soyez cardiologue, vous êtes voilà, en face-to-face devant votre patiente derrière votre bureau. Et donc, elle ne vous rapporte pas de signes fonctionnels cardiologiques particuliers. L'échographie cardiaque montre une fraction d'éjection conservée, une prothèse mitrale qui est fonctionnelle, une oreille gauche dilatée. Et donc, pourquoi ça n'apparaît pas? Pourquoi ça n'apparaît pas là? Il y a un truc, ouais, là, ça n'apparaît pas. Ah mince, parce que je pense que sur Google, ça mince. Ah oui, ça n'apparaît pas parce que c'est Google. Okay. Alors, attends. PowerPoint. Dans PowerPoint, on va essayer de l'ouvrir dans PowerPoint. Ça va un petit peu embêtant. Je vais le télécharger, je vais le mettre. Ouais. Ça, c'était la colle de la semaine dernière. Ils ont brillamment réussi. Téléchargement, présentation et ça. On va voir si ça passe ici. Ah, je n'ai pas aimé. C'est les aléas du direct. Ouais.
Normalement, on peut importer ici en faisant ça. Neuf c'est bon quand même, hein. C'est une belle présentation. Quand tu m'as dit je fais un oui transfert, je me suis dit mais Ça, on se termine. j'espère que ça va bien te charger. Mhm. Normalement. Ouais, parfait. On va voir. Oui, ça va le faire. J'apprends là, c'est bon. Ouais. On est beaucoup trop bon. C'est bon? Impeccable. On va leur demander si on va demander à Anaïs quand même si elle voit. Anaïs, tu vois ou pas? Oui, je vois. Super, merci Anaïs, hein, merci beaucoup. Impeccable, merci. Je mets plein écran. Voilà, donc la première question, quelles sont les affirmations correctes concernant la simulation atriale? Alors, qui est-ce qui veut y répondre pour juste mettre dans l'interactivité? On va commencer par Mathéo. Ok. Alors, un rythme cardiaque rapide et régulier, non, pas régulier. Ok. La B, il s'agit d'une arythmie marquée par l'absence de montée et un intervalle aérien irrégulier. Ça, je dis vrai. Ok. Un trouble du rythme ventriculaire exclusivement, non. Et la durée de l'arythmie doit être d'au moins 30 secondes. Ça, c'est vrai. Elle peut se compliquer d'insuffisance cardiaque. Alors là, dans l'hypothèse, c'est une complication systématique de l'insuffisance cardiaque. J'ai mis faux. C'était quoi la différence? C'était une complication Ah, ok. systématique. Bon, mais il y a une petite coquille alors. Mais effectivement, si elle peut se compliquer. En général, si c'est pas systématique, oui, c'est possible qu'il y ait une complication à titre d'insuffisance cardiaque. Mais effectivement, ce n'est pas systématique et heureusement. Donc, tu as très bien répondu. Donc, ce qu'il faut retenir, comme il a dit, c'est que c'est une arythmie, donc absence d'onde P et intervalle RR irrégulier, et il faut que ça dure plus de 30 secondes. Si vous retenez juste ça, c'est le moyen pour ne jamais oublier, ne jamais passer à côté d'une fibrillation atriale. Que vous soyez urgentiste, peu importe la spécialité que vous ferez, souvent on nous dit oui, le patient il est lent, donc c'est pas une fibrillation atriale. Et voilà. Le patient il n'a pas de QRS fin, donc c'est pas une fibrillation atriale. Erreur aussi. On peut avoir un bloc de branche de base sur son ECG et passer en fibrillation atriale et avoir donc une fibrillation atriale qui a des QRS larges. Comme on peut avoir un bloc auriculoventriculaire de type 3 et avoir une fibrillation atriale ou une bradie FA comme on dit. Donc c'est pas toujours un rythme qui est rapide. Donc tout ce qu'il y a à retenir dans la définition, c'est ce qu'il vient de décrire. Très bien. Quelles sont les indications d'anticoagulation efficace chez cette patiente? Bon, c'est facile. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, tu veux? Du coup, la prothèse mécanique. Exactement. La hospitalisation. Voilà. Exactement. Bravo. Donc, chez elle, c'est un peu transversal. Effectivement, lorsqu'on a une prothèse mécanique, qu'elle soit aortique ou mitrale, c'est une indication d'anticoagulation efficace. Et la fibrillation atriale, chez cette patiente-là qui est âgée, qui a des facteurs de risque, qui a un chat vaste et supérieur à 2 du coup, il y a une indication d'anticoagulation, même en l'absence de prothèse mitrale mécanique. Euh, Oui. dans la colle qu'on a dans le dessus, c'est marqué chakra supérieur à 2. Et OK. du coup, c'est vrai. Si c'est supérieur à 2, là, ce serait vrai. Tout à fait. Okay. Ouais, tout à fait. Mais là, il y a une subtilité que vous pouvez aussi retenir, hein. Cette patiente-là, ce qui est important, c'est lorsqu'on a une prothèse, qu'on soit en fibrillation ou pas, on a une indication d'anticoagulation d'emblée. Il y a des cas où, lorsqu'on est en fibrillation atriale, on ne regarde même pas le chat de vase, notamment la cardiopathie hypertrophique et l'amylose. Mais bon, là, c'est un peu plus compliqué.
Quel score couramment utilisé pour évaluer le risque thromboembolique en FA? Bon, je pense que là, On va essayer. exactement. Donc, effectivement, c'est uniquement. La plupart du temps, quand on fait du CM, je sais que lorsqu'on mettait systématique uniquement, généralement, c'était faux. Mais là, pour le coup, effectivement, c'est le seul score qu'on utilise. Avant, on utilisait le CHA2-VASc. Vous voyez qu'il y avait un SC avant, parce que en fonction du caractère sexe féminin ou sexe masculin, il y avait un point qui était attribué au sexe féminin. Dans les dernières recommandations, donc c'est ce qui prévaut pour vous, 2024, ça a disparu. Donc, c'est pour ça que ça s'écrit VA à la fin et plus le VASC. J'en profite, hein, excuse-moi. Est-ce que Nico, tu peux nous expliquer les autres scores? Alors là, non. Non, il n'y en a aucun qui te parle. Il y en a un pour l'hémorragie, Ouais, exactement, pour le risque hémorragique. C'est Ouais, Disney. Exactement. c'est pour le risque AVS. Exactement. Eh ben bravo, c'est bien. Je leur ai fait un petit mix là. Donc le ASBLEC, c'est pour évaluer le risque hémorragique des patients, fibrillation atriale. Ce qui est important de retenir, c'est que lorsque vous avez un ASBLEC qui est supérieur à 3, donc qui est augmenté, c'est une indication à suivre votre patient de manière plus rapprochée, mais c'est surtout pas une indication à ne pas anticoaguler le patient. D'accord? Donc c'est vraiment ce qui prime, c'est le CHA2-VASc. Ensuite, vous avez le risque score de OP, ça évalue le risque d'événements cardiovasculaires sur 10 ans des patients, donc en fonction de leur facteur de risque, âge, tension, pression artérielle, cholestérol et tout. NRECACHA, c'est la classification qui permet de quantifier et de décrire les dyspnées. Et le score de Genève, c'est pour l'embolie pulmonaire. Donc voilà. Donc tout ce qui nous intéressait, c'était vraiment la réponse E. Eh ben, c'est bien. Et donc, oui. Le CHA2-VASc, vous disiez, c'est le SC, c'est pourquoi du coup pour CHA2-VASc? Alors, le SC, il faut que tu l'oublies. Moi, je l'ai appris quand j'étais à ta place. Et en fait, toi, il faut que tu l'oublies parce que c'est ça la nuance. Depuis 2024, les recommandations, elles utilisent que le dernier parce qu'avant, le SC, ça correspond au sexe féminin qui donnait un point en plus. Et depuis les dernières recommandations, ce qui prévaut, c'est ça. Ça te va, et c'est ce qu'il faut retenir. Ça veut dire que vous, lorsque vous irez à l'examen, c'est ce qui sera valide. Et avant 2024, c'était l'ancien. Sur les clichés, le bon encore. Exactement. C'est pour ça que, du coup, vous serez en avance, mais vous allez voir que ça va changer dans vos prochains bouquins. C'est ce qui n'est pas toujours évident entre la deuxième année de médecine et la sixième. Il y a des recommandations qui arrivent et qui sont amenées parfois à modifier ce que vous apprenez. Mais c'est à vous aussi quand même d'être toujours malléable et d'accepter de modifier ce que vous avez appris avant pour être le plus à jour possible le jour du concours. Donc, il y a des choses, moi j'ai vu quand j'étais externe, il y a des médicaments qui sont apparus, qui ont disparu. Et en fait, ce qui prévaut, ce sont les recommandations au moment où vous serez en sixième année, malheureusement. Donc là, dans vos livres, ils sont plus anciens. Vous imaginez même pas le temps qu'il faut pour écrire un bouquin. Des fois, c'est sur 2-3 ans. Mais les recommandations, elles vont parfois plus vite. Et donc là, 2024, ça a changé. Et c'est ce score-là qu'il faut qu'il faut que vous reteniez. Donc, voilà. Et donc, le CHA2-VASc, qui permet quoi? Il permet de dire de screener qui on va anticoaguler, qui a un risque d'événement thromboembolique, un risque ischémique qui est plus augmenté. Et donc, lorsqu'il est supérieur à 2, on anticoagule les patients. On anticoagule les patients avec quoi? Qui veut me répondre? Du dabigatran, de l'apixaban. Exactement. En fait, voilà, il y a plusieurs choix. Et donc, si on doit tirer le grand tiroir des traitements anticoagulants, ce que vous devez retenir, c'est que ce sont des anticoagulants oraux directs. Il n'y a plus besoin, comme avant, on n'utilise pas les AVK, les antivitamines K, comme on faisait, nous, il y a de nombreuses années. Tout ce que vous devez retenir, c'est AOD en première intention. Et donc, effectivement, le premier à être arrivé sur le marché, c'est le dabigatran. Le deuxième, c'est le rivaroxaban. Donc, le dabigatran, vous
souvent entendu Pradaxa, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est dabigatran. Le deuxième sur le marché, c'est le rivaroxaban, c'est un anti-10A activé. Et le troisième arrivé sur le marché, c'est l'apixaban et l'inoxaban. Vous voyez, c'est une recommandation européenne, mais on l'a pas. On a ça aux États-Unis, mais on n'a pas ça en France. Donc, la plupart du temps, lorsque vous serez en service, vous allez voir passer l'apixaban. Souvent, ce sera prescrit Eliquis, 5 mg matin et soir. Je pense que vous avez tous vu ça si vous êtes passé dans des services de médecine. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et donc, comment ça se prescrit? Donc, l'apixaban, c'est 5 mg, un comprimé matin et soir, et il y a certains cas où on peut être amené à diminuer la dose par 2, à 2,5 matin et soir, lorsqu'on a notamment un âge supérieur à 80 ans, un poids qui est inférieur à 60 kg, ou alors une créatinine qui est supérieure à 133. Si vous avez deux critères parmi les trois que je vous ai énumérés, dans ce cas-là, on passe à 2,5 matin et soir. Alors, excuse-moi, parce qu'il y a des retardataires et j'essaie de mettre tout le monde. Ok. Comment tu mettais le mode présentateur? Ouais. Non. Une bêtise. Ça va passer, non? Parce que ça passe. Ouais, ça a l'air de passer. C'est là? C'est pas mal, ouais, c'est bien. Ouais, tu le suivre. Et donc, voilà, pour le rivaroxaban, c'est assez facile, c'est 20 mg par jour, donc c'est en une seule prise, et la seule limite que vous avez, c'est qu'il faut checker la fonction rénale. 99% des patients qui sont en fibrillation atriale, ils ont l'un ou l'autre, mais 90% quasiment, ils ont de l'apixaban maintenant. Donc, ça, c'est ça que vous pouvez retenir. Alors, les contre-indications aux AOD, justement, ben, ça concerne notre cas. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on ne donne pas d'anticoagulants oraux directs à des patients qui ont une valve mécanique ou des patients qui ont un antécédent de sténose mitrale modérée à moyenne, notamment d'origine rhumatismale. Ça, si on met ça dans un cas clinique et que vous mettez des AOD dessus, ça, c'est MZ, M0. Pourquoi? Parce qu'en fait, les études montrent que si ces patients-là, si tu leur mets des AOD, notamment sur des valves mécaniques, ils font des thrombus, ils thrombosent, enfin, c'est pas efficace dessus. Et l'objectif de l'anticoagulation chez les patients qui ont des valves mécaniques, c'est d'éviter justement la thrombose. Donc, ça a été étudié, c'est un échec. Donc, on revient aux AVK chez ces patients-là. Et chez les patients qui ont une sténose mitrale, modérée à moyenne à sévère, d'origine rhumatismale, c'est pareil. Il faut mettre des AVK, on peut pas, enfin, les AOD n'ont pas été étudiés dans ce cadre-là. Tout en médecine, vous allez voir, vous allez faire de la lecture critique d'articles quand vous serez, pour les plus vieux d'entre vous. Et donc, vous verrez que tout est basé dans les recommandations, peu importe la spécialité, tout est basé sur des études cliniques. D'accord? Et donc, même lorsque vous serez médecin en pratiquant, vous allez lire des recommandations, mais vous allez lire aussi des articles pour vous mettre à jour. Et c'est ça, quand vous vous engagez dans cette voie-là de la médecine, qui est une très belle art, vous engagez à être étudiant à vie. C'est-à-dire que ça va bouger, il y aura de la recherche, il y aura de nouveaux articles, il faudra s'informer de manière perpétuelle. Alors, quels traitements permettent de contrôler la fréquence cardiaque en fibrillation atriale? Bon, ceci, c'était pas compliqué. Qui est-ce qui veut répondre? Ouais, exact. Très bien. Et bien voilà. C'était pas. Très bien. Impeccable. Donc, effectivement, hein, traitement bradycardisant, première intention, bêta-bloquant, l'athénolol, par exemple, hein, le tildium et le verapamil, qui sont des inhibiteurs calciques bradycardisants, et puis la digoxine. Alors, la nuance qu'il faut apporter, toujours issue des recommandations, c'est qu'en fonction de la fraction d'éjection de votre patient, vous pouvez être amené à utiliser certains traitements bradycardisants et pas d'autres. Et notamment, si vous avez un patient qui a une fraction d'éjection, une FEVG supérieure à 40%, vous êtes libre. Vous pouvez tout utiliser. Bêta-bloquant, inhibiteur calcique bradycardisant, digoxine. Si vous avez un patient qui a une FEVG inférieure à 40%, donc déjà bien insuffisant cardiaque, là, ce que vous avez à disposition, c'est bêta-bloquant et digoxine. D'accord? Les inhibiteurs calciques comme le verapamil et le diltiazem, c'est contre-indiqué dans l'insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est pareil, c'est MZ. Mettre ça chez un patient, c'est contre-indiqué plus.
Ce qu'il faut que vous reteniez aussi, c'est que l'objectif du contrôle de la fréquence cardiaque chez un patient qui est tachycarde, c'est d'avoir une fréquence cardiaque inférieure à 110 par minute. Et vous verrez, pour les plus vieux, que quand vous êtes aux urgences, que vous avez, enfin, souvent les urgentistes peuvent être amenés à nous appeler parce que le patient, il est rapide. Bon, il est à 90 par minute. On s'inquiète pas, nous, davantage parce qu'en fait, la fréquence cardiaque, elle est contrôlée. Donc, c'est un cut-off à retenir et qui est marqué tout en sus dans les recommandations comme ça. Et donc, qu'est-ce que vous avez à disposition? Vous avez un patient qui arrive en urgence, qui a une cadence ventriculaire rapide, une fréquence cardiaque qui est rapide. Comment vous allez faire pour contrôler sa fréquence cardiaque? Ce qui est recommandé, c'est de lui mettre une perfusion et en IV, en intraveineux. Vous avez comme option donc les bêta-bloquants. Bon, là, vous en avez, mais qu'on n'a pas toujours en France. Il y a le métoprolol notamment. Et puis, vous avez aussi les inhibiteurs classiques bradycardisants qui existent en intraveineux, le verapamil et le diltiazem, et la digoxine, tout ça en intraveineux. Donc, lorsqu'on veut ralentir la fréquence cardiaque d'un patient, en première intention, tout va se passer en intraveineux. Vous voyez qu'en dernier, vous avez l'amiodarone. Alors, l'amiodarone, vous savez, c'est quoi? Ça va te parler. Antiarythmique, tu vois. Ouais, exactement. C'est un antiarythmique de classe 3. Et donc, c'est plutôt antiarythmique, mais dans les recommandations, ça figure, mais c'est vraiment dernier recours que ça peut être utilisé en tant que bradycardisant. Mais c'est plutôt un antiarythmique avant tout. Dans quel contexte le contrôle du rythme est-il préférable au contrôle de la fréquence en fibrillation atriale? Bon, là, j'avoue que c'était peut-être un peu moins simple. Alors, qu'est-ce qu'il veut répondre? Moi, Ouais. chez les patients jeunes symptomatiques avec des papas autistes. Ouais, bah c'est ça, hein, en fait. Hein. La plupart du temps, c'est ça. Hein. Dès qu'on vous pose une question comme ça, s'ils sont symptomatiques, c'est que généralement, il y a une indication à contrôler le rythme. Et effectivement, chez les patients qui font de la fibrillation atriale paroxystique, ben, ils sont éligibles. Bon, je m'avance déjà, mais ils sont éligibles notamment à l'ablation de fibrillation atriale. Donc, on fait tout pour les remettre en rythme sinusal. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Ça va? Parfait. Et donc, vous voyez, bon, c'est un peu petit, mais je vais vous expliquer. En fait, là, c'est un algorithme qui vous explique la stratégie pour le contrôle. Ouais, ok. Pour le contrôle, pour le contrôle du rythme. Autre chose importante que vous pouvez noter, peu importe la rythmie que vous allez avoir, que ce soit une fibrillation atriale, que ce soit un flotteur, que ce soit, peu importe, si vous avez un patient qui est en arythmie et qui est hémodynamiquement instable, le traitement, c'est le choc électrique externe. C'est-à-dire qu'il faut le cardio-verser en urgence. Donc ça, c'est la partie facile à retenir. Si votre patient, par contre, il est hémodynamiquement stable, il se présente pour palpitation, il est dyspnique, et donc il est en fibrillation atriale, la deuxième question, ce sera savoir est-ce que votre patient est anticoagulé. Si votre patient n'est pas anticoagulé, il va falloir avoir une réflexion parce que la remise en rythme sinusal peut entraîner, augmente le risque d'événements neurologiques, d'embole périphérique. Et donc, si il a déjà une anticoagulation, pour d'autres raisons, hein, il a une embolie pulmonaire, il a une valve mécanique, tout ça, vous avez deux choix. Soit vous pouvez le cardioverser de manière pharmacologique ou par un choc électrique externe, soit vous pouvez juste attendre, on dit wait and see, parce qu'on a démontré, c'est toujours des études qui permettent d'étayer ça, que une grosse propension des patients se remettent en rythme sinusal de manière spontanée. Donc, on peut attendre et voir si le patient se remet en rythme sinusal spontanément ou pas. Si par contre votre patient n'avait pas d'anticoagulant et qu'il se présente en arythmie, donc la première chose c'est de l'anticoaguler. Vous avez le choix ensuite soit d'attendre, de voir s'il fait partie du groupe de patients qui va se remettre en rythme sinusal spontanément, ou alors vous pouvez l'anticoaguler et s'il reste en arythmie, en fibrillation atriale, vous pouvez l'anticoaguler pendant 3 semaines et réévaluer. Et s'il est toujours en fibrillation atriale, lui faire une cardioversion. Après 3
semaines d'anticoagulation efficace. Si par contre on veut le cardioverser plus rapidement, il va falloir contrôler et donc lui faire une ETO, s'assurer qu'il n'y a pas de thrombus au niveau de l'auricule gauche et le cardioverser soit de manière électrique, soit de manière pharmacologique. Du tu sais ce que c'est une ETO? Non, alors c'est un examen pas très sympa. En pratique, on met une sonde comme une fibroscopie. On met dans l'œsophage, donc le patient, nous on fait ça de manière vigile. On anesthésie localement le trajet que prendra la sonde. Et donc, le patient il gargarise un produit anesthésiant qu'il avale ensuite. Donc, ça donne un peu une sensation de bouche cartonnée, de langue lourde. Ensuite, il est de profil. On introduit la sonde tout doucement au fond de la gorge. On lui demande d'avaler la sonde. Donc, c'est pas du tout confortable. Ça donne envie de vomir. Enfin, voilà. Et donc, quand la sonde est passée, on est juste en arrière. Au niveau de l'œsophage, on est juste en arrière du cœur. Et donc, on a une vision, on a une échogénicité qui est bien meilleure qu'en transthoracique, qui nous permet de mieux visualiser certaines structures qu'on ne peut pas voir en transthoracique, notamment l'auricule. Donc, pour les patients qu'on veut cardioverser, dont on veut voir l'auricule, on fait le TO. Chez les patients qui ont une endocardite infectieuse, par exemple, on voit mieux les valves et donc les végétations, donc on va faire une TO. Donc, il y a plusieurs indications comme ça de réalisation de cet examen-là. Échographie transœsophagienne. Ouais. Voilà. Alors, et donc, comme tout à l'heure, si vous voulez, là, on était au début dans la réflexion de comment faire pour ralentir la fréquence cardiaque. Et là, on est dans une deuxième réflexion, un deuxième pilier de la prise en charge de la fibrillation atriale, qui est comment remettre le rythme en sinusale. Et donc, on peut effectivement faire la cardioversion électrique. Et l'autre moyen de cardioverser, c'est la cardioversion pharmacologique. Et donc, vous avez à votre disposition la frécaïne, qui peut être Péros ou en IV, et puis la fameuse amiodarone, la cordarone, qu'on injecte aussi en IV, qui peut se prendre Péros. Si vous avez une fibrillation atriale donc, qui est persistante, alors on va faire comme ça. Donc, est-ce que vous êtes bien au fait sur les définitions de fibrillation atriale paroxystique, fibrillation atriale persistante, fibrillation atriale permanente? Ouais. Comme tu rappelles dessus, ce serait pas mal. Ah ben oui. Alors, c'est tout simple. Fibrillation atriale paroxystique, c'est une fibrillation atriale qui dure moins de, généralement, ça dure moins de 48 heures, mais idéalement moins de 7 jours. C'est alors cardioversé, remis en rythme sinusal dans les 7 jours. Une fibrillation atriale persistante, c'est une fibrillation atriale qui dure plus de 7 jours, mais qu'on va pouvoir remettre en rythme sinusal. Alors que la paroxystique, soit on a agi, on l'a remis en rythme sinusal, soit de manière spontanée, elle s'arrête toute seule dans les 7 jours, et plutôt dans les 48 heures. La persistante, elle dure plus de 7 jours, et on est obligé d'agir pour remettre en rythme sinusal. C'est-à-dire que soit on fait une cardioversion électrique, soit on fait une cardioversion pharmacologique. Et puis, vous avez un autre critère qui s'appelle la fibrillation atriale longue persistante, qui est au-delà du 12e mois. Et là aussi, on peut se permettre de cardioverser, de remettre en rythme sinusal. Et le quatrième, c'est la fibrillation atriale permanente. Typiquement, la petite mamie, elle a 90 ans, elle a une fibrillation atriale, elle a les oreillettes qui sont très dilatées. On va pas tellement l'embêter, on sait que ça va revenir tout le temps. C'est une fibrillation atriale permanente parce qu'on va respecter la fibrillation atriale. C'est-à-dire que elle va vivre comme ça. Donc, il y a des gens qui se baladent dans la rue, que vous croisez, et qui sont en fibrillation atriale. C'est pas très grave. L'important, c'est qu'ils aient pas une cadence ventriculaire, une fréquence cardiaque rapide, et qu'ils ne soient pas symptomatiques. À partir de là, on respecte la fibrillation atriale, ils vont prendre leurs anticoagulants à vie, au long cours, ils vont prendre leur traitement bradycardisant, leur bêta-bloquant à vie, et puis voilà, ça continue comme ça. Donc, lorsque vous avez une fibrillation atriale persistante, vous voyez que l'objectif de contrôle de la fréquence cardiaque, c'est toujours d'avoir une fréquence inférieure à 110 par minute. Vous voyez, c'est ce dont je vous parlais. Là, c'est écrit juste ici. Vous voyez? Lorsque vous avez une FEVG, une fraction d'éjection qui est inférieure à 40%, ce que vous pouvez faire d'abord, c'est ralentir la fréquence cardiaque avec bêta-bloquant ou digoxine. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Si la FEVG est conservée, est supérieure à 40%, vous pouvez utiliser bêta-bloquant, digoxine, inhibiteur calcique bradycardisant.
Et la deuxième strate, ce sera de savoir comment faire pour remettre le rythme, pour le contrôle du rythme. Et donc là, c'est toujours pareil, en fonction de la fraction d'éjection de votre patient, vous allez avoir certains traitements à votre disposition. Certains seront indiqués et d'autres contre-indiqués. Et notamment, si vous avez une fraction d'éjection qui est inférieure à 40%, le seul qui est indiqué, c'est facile à retenir, c'est la cordarone. Si vous avez par contre une FEVG qui est, comme on dit, plus ou moins conservée, vous en avez d'autres. Et donc, vous avez donc la flécaïne et la cordarone que vous pouvez utiliser. Et tout à droite là, vous voyez un nouvel item dont je vous parlais, qui est l'ablation de fibrillation atriale. Alors, l'ablation de fibrillation atriale, c'est une procédure, c'est une intervention cardiologique où il y a des rythmologues, c'est des cardiologues spécialisés qui font que ça toute la journée, qui gèrent les troubles du rythme, qui mettent des pacemakers. Et donc, on sait d'où ça naît, la fibrillation atriale au niveau du cœur, ça naît des veines pulmonaires. Et donc, on est capable d'aller cibler ces veines pulmonaires, de faire de la radiofréquence et de supprimer la zone d'où naît la fibrillation atriale. Donc, c'est une procédure. C'est pas de la chirurgie, c'est de la cardiologie interventionnelle. D'accord? Alors, tac. Eh ben voilà. Donc, ça, c'était juste pour vous imaginer un petit peu mieux les choses. Vous voyez ici un cœur. Et donc, la fibrillation atriale, on appelle ça des micro-réentrées, c'est des petits circuits qui tournent ici dans les veines pulmonaires, qui sont là à boucher dans l'oreillette gauche. Donc là, il y en a 4 de chaque côté. Et donc, on sait que ça naît de là. Et en fait, ça dépolarise le massif atrial, les cardiomyocytes de l'oreillette, qui va ensuite dépolariser les ventricules. Et comme la cadence est très rapide, c'est pour ça que souvent, vous avez une tachycardie qui est irrégulière. Et donc, l'objectif de l'ablation, c'est qu'on monte ici par voie veineuse, hein, ici, donc là, au niveau de la veine cave inférieure. On arrive au niveau de l'oreillette droite, juste ici. Ici, vous avez le septum interatrial. Le rythmologue, le cardiologue donc spécialisé, il fait ce qu'on appelle un transseptal et donc il passe de la droite vers la gauche pour avoir accès à ces fameuses veines. Et il va faire de la radiofréquence ou du foie en tout cas, des lésions qui vont permettre de couper le circuit et d'éviter la transmission de proche en proche de ces microcircuits. Cette personne avait plusieurs machines là, qu'on a ça. Exactement, exactement. Et en fait, ça capte, comme ça va bien plus vite que le nœud sinusal, qui normalement est à droite, et bien en fait, ces foyers qui dépolarisent pour leur propre compte le massif atrial, et bien du coup, ils chutent le nœud sinusal. Et donc, si on arrive à déconnecter les veines par la radiofréquence ici, 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 ben, du coup, il y aura plus d'influx qui va arriver dans l'oreillette gauche et donc qui va dépolariser le reste du réseau. Et donc, le nœud sinusal va reprendre son relais qui, lui, est plus lent, tout simplement. Donc, ça, c'est l'ablation de fibrillation atriale. Quelles sont les propositions vraies concernant Madame MD? Bon, là, je vous ai dit. Alors, qu'est-ce qu'il veut répondre? Une fibrillation atriale permanente. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres... Et ensuite? Exactement, tout à fait. Ben, je pense que les notes doivent être bonnes, là, hein. Donc, effectivement, il s'agit d'une fibrillation atriale permanente. C'est une patiente qui a eu un rhumatisme articulaire aigu, qui a une prothèse mitrale mécanique. Ces patients-là, ils ont une propension à faire des troubles du rythme atrial. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'oreillette, du fait du rhumatisme articulaire, de la sténose mitrale, elle se dilate, elle se fibrose. Et du coup, ça fait le lit de toutes les arythmies atriales, hein, que ce soit flutter, que ce soit fibrillation atriale. Et on sait que ces patients-là, à partir d'un moment, on a du mal à les ablater parce qu'il y a d'autres réseaux qui se forment. Donc, on respecte, du coup, pour elle, on a respecté la fibrillation atriale. Donc, c'est une FA permanente. Et effectivement, comme elle a une prothèse mécanique mitrale, on ne peut la traiter que par des ADK. Alors, quel est le principal rôle de l'échographie cardiaque dans la prise en charge d'une FA? Qui veut se lancer? Identifier les sinus intraventriculaires dans le cœur. Ouais, ça c'est vrai. Ça fait le cérébral. Ouais, exact.
Et après, bon, le reste, oui, de toute manière, oui, parce que effectivement, comme, comme je vous ai dit, la fraction d'éjection, ben, si elle est supérieure à 40%, il y a certains traitements. Si elle est inférieure, on ne donne pas certains. Donc, c'est important d'évaluer ça. Et éliminer un thrombus, c'est surtout au niveau de l'auricule gauche. Et c'est pour ça que ces patients-là, on fait des ETO assez facilement avant de faire un choc électrique externe. Diagnostiquer une insuffisance mitrale. Bon, ça, j'ai rajouté. Pourquoi? Parce que souvent, l'insuffisance mitrale, elle va dilater l'oreillette gauche. Et comme je vous ai dit, après, dilatation fibreuse du muscle atrial. Et donc, ça fait le lit, le terrain propice pour l'émergence d'une fibrillation atriale. Et rechercher les cardiopathies sous-jacentes, typiquement, que ce soit insuffisance mitrale, que ce soit sténose mitrale rhumatismale, que ce soit cardiomyopathie hypertrophique, ce sont des cardiopathies qui favorisent l'émergence de troubles du rythme. Alors, la question qu'on se pose toujours et qu'il faut retenir, c'est j'ai un patient qui arrive, qui a une fibrillation atriale, je suis en consultation ou même je suis aux urgences, qu'est-ce que je fais d'emblée? Quel bilan je fais? Et donc là, vous voyez que les recommandations, elles nous aident à répondre à cela. En cardio, c'est assez simple, hein. C'est comme tout en médecine. Vous avez un patient qui arrive, vous allez lui faire l'interrogatoire, l'examen clinique, vous allez rechercher des signes de gravité. Et puis nous, l'extension de notre examen clinique, c'est l'électrocardiogramme. Donc, on lui fait l'ECG. Après l'interrogatoire, on a l'examen clinique. On fait une prise de sang. Et donc, dans la prise de sang, on fait NFS, rechercher qu'il n'y a pas d'anémie. On fait la créatinine, voir s'il n'y a pas d'insuffisance rénale, parce que tous les médicaments qu'on prescrit, ils peuvent être contre-indiqués ou adaptés en fonction de la fonction rénale du patient. On fait, on recherche, on évalue la kaliémie des patients, parce que les dyskaliémies peuvent être pourvoyeuses de troubles du rythme comme la fibrillation atriale. On évalue la fonction hépatique, parce que nos fameux anticoagulants oraux directs, mais certains sont éliminés à la fois par voie rénale, mais aussi par voie hépatique. On évalue bon la glycémie et la thyroïde aussi, c'est important parce que les dysthyroïdies sont pourvoyeuses de troubles du rythme. Et enfin, on fait une échographie cardiaque pour rechercher une cardiopathie sous-jacente. Alors, ce qu'il faut retenir, vous allez voir que souvent ça revient, le mot care. Ça, vous pouvez le retenir. Ça permet c'est un moyen mnémotechnique qui a été proposé dans les recommandations pour retenir comment prendre en charge la fibrillation atriale. Le C, c'est comorbidity, risk factor management. Ça veut dire que on va gérer tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire, l'HTA, la glycémie, le cholestérol, tout ça. On va gérer ça. Le A, c'est avoid stroke and thromboembolism, c'est-à-dire on va traiter le patient pour éviter qu'il fasse des événements thromboemboliques, des événements notamment des infarctus cérébraux. Le R, c'est reduce symptom by rate and rhythm control, c'est-à-dire qu'on va contrôler la fréquence cardiaque et le rythme pour pouvoir contrôler les symptômes, diminuer les symptômes du patient. Et E, c'est evaluation and dynamic reassessment. Ça veut dire qu'on va réévaluer le patient, on va le suivre d'abord à 6 mois, ensuite une fois par an pour évaluer ses symptômes, évaluer l'évolution du patient. Si vous retenez ça, vous avez tout retenu pour l'item fibrillation atriale. Avant que ça sorte, moi je disais toujours aux externes que pour la fibrillation atriale, il faut retenir juste 3 piliers. C'est-à-dire, qui ont indication d'anticoagulation? Oui, non, donc ça c'est le score Chadvas. Contrôle de la fréquence cardiaque, par quel mode? Donc c'est tout ce qu'on a vu. Contrôle du rythme. Est-ce qu'on contrôle le rythme? Oui, non, et par quoi? Et quand vous avez ces critères-là, ben, en fait, vous avez tout retenu. Alors, quel traitement pharmacologique permet une anticoagulation efficace chez cette patiente? Bon, alors voilà, c'est facile. C'est exactement, tout à fait. Donc, digoxine, c'est pour ralentir la fréquence cardiaque. Apixaban, c'est un AOD, et donc c'est contre-indiqué chez elle parce qu'elle a une valve. Empagliflozine, c'est un traitement qui est utilisé dans l'insuffisance cardiaque et aussi pour le diabète. Bon, et le tramadol, c'est un antalgique. Alors, quelle complication est fortement associée à une FA non traitée efficacement?
Ben oui, exactement. Tout à fait. Plus. Alors là, c'est vraiment la chose à retenir. La fibrillation atriale, c'est très pourvoyeur d'AVC. Et les patients qui font des AVC et qui ont pour cause une fibrillation atriale, une morbidité, une mortalité qui est plus importante par rapport aux autres causes d'AVC. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une sténose carotidienne, il y a d'autres causes d'AVC et l'AFA est particulièrement invalidante. Quel rôle joue l'éducation thérapeutique dans la prise en charge de Madame M2? Bon. Bah oui, quasiment tout. Hein. Enfin, favoriser, réduire le risque d'AVC. Bon, l'éducation, c'est juste qu'il faut qu'elle prenne bien ses traitements, surtout. Optimiser les comorbidités, c'est le C de care, prévenir les interactions médicamenteuses, pour limiter les récidives de FA, ça c'est plutôt difficile. Et en fait, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les traitements antiarythmiques, ils permettent pas de supprimer la fibrillation atriale. Ils permettent de réduire les événements, d'en avoir moins, donc ils peuvent passer inaperçus et d'augmenter le confort du patient. C'est ce à quoi ça sert, mais ça supprime pas complètement les traitements antiarythmiques. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie-là? Parce que juste déjà avec ce cas-là, vous avez pas mal d'éléments et de cadres à retenir pour justement, peu importe le cas qui tombe, avoir toujours les bonnes réponses. Est-ce que vous avez des questions? Profitez-en là entre les deux cas cliniques. Si quelqu'un a des questions. Moi, je veux juste savoir si on peut revenir sur la prise en charge un peu pour la cardioversion, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris du coup au final. Alors, c'est quoi ta question précise? Mais quand est-ce qu'on fait une cardioversion du coup? Si tu as une fibrillation atriale qui est persistante, c'est-à-dire qui dure plus de 7 jours, chez un patient qui est symptomatique, tu vas lui proposer de le remettre en rythme sinusal. Et donc, tu as le choix entre cardioversion pharmacologique ou cardioversion électrique. La plupart du temps, les patients, ils vont sortir, ils sont anticoagulés et on va programmer la cardioversion. Okay. Et donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'après, lorsqu'on a dit ça, si tu as un patient donc tu fais 3 semaines d'anticoagulation efficace, c'est la version longue, et après tu peux cardioverser. Si tu ne peux pas attendre les 3 semaines d'anticoagulation efficace et que tu veux faire la version rapide, tu feras une échographie transœsophagienne pour éliminer la présence d'un thrombus au niveau de l'auricule gauche et on va se permettre de le cardioverser. Et l'autre chose, c'est que si un patient, il arrive et qu'il est hémodynamiquement instable, peu importe l'arythmie, que ce soit FA ou pas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est choc électrique direct. Ouais. On fait le TO avant ou? C'est deux choix. Tu as le choix de faire la version dans 3 semaines de coagulation. Je veux dire pour dans un TO. Ah non, non, c'est l'urgence. Moi, par rapport à seulement ça, il voulait me demander, ça peut être un échec en fait, la cardioversion. Oui, ça peut être un échec, oui, ça peut. Bon, c'est pas fréquent, hein. Mais c'est plutôt qu'un échec, c'est-à-dire que vous allez passer, donc je vous le souhaite, en cardio, vous ferez des cardioversions. C'est vraiment le truc de l'externe. Hein. On met les patchs et on appuie, et on choque le patient, on est content, et en 2 minutes, c'est fait. L'échec, il vient pas du fait qu'on n'arrive pas à mettre le patient en rythme sinusal. L'échec, il vient plus tardivement. C'est-à-dire qu'un patient qui a les oreillettes très dilatées, qui a déjà de la fibrose, qui a une pathologie sous-jacente qui est assez lourde, il peut repasser en fibrillation atriale. Et donc, le choc électrique, il a une efficacité qui peut ne pas être pérenne. Contrairement à l'ablation de fibrillation atriale qui consiste à supprimer cette arythmie-là. Voilà la différence. Et donc, une simulation atriale normale. Ben, on la respecte. Fibrillation atriale permanente, la définition, c'est que on respecte la fibrillation atriale. On sait qu'on va pas cardioverser le patient parce que c'est une fibrillation atriale qu'on étiquette permanente. Tu vois? Alors non, il n'y a pas de fibrillation atriale. Dangereuse, c'est si tu es hémodynamiquement instable. Tout le reste, c'est pas dangereux. Il y a plein de papiers mamie qui se baladent dans la rue, qui passent à côté de toi, qui sont en fibrillation atriale. Il va rien se passer. L'important, c'est de les protéger du risque ischémique de l'AVC, et donc de les anticoaguler, et de les protéger s'ils font de l'insuffisance cardiaque. Par contre, qu'ils aient des traitements d'insuffisance cardiaque adaptés.
Mais il y a des patients qui ont un tel remodelage de l'oreillette, des oreillettes, c'est tellement dilaté qu'on sait que les cardioversés, ça sert à rien. Et même leur faire une ablation de fibrillation atriale. Dans ce cas-là, ils rentrent dans la case fibrillation atriale permanente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a quelqu'un qui, pardon. Ah oui. Est-ce que pour avoir le Oui, il n'y a pas de problème. Oui, pour avoir les diapos. Et il y a quelqu'un, Flore, tu veux poser alors, Flore, tu veux poser une question? Tu peux y aller, on t'écoute. On m'entend? Oui, on t'entend, Flore. Ok. Non, c'était par rapport au lien, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la FEVG supérieure ou inférieure à 40%, mais je n'ai pas vraiment compris le lien avec la fibrillation auriculaire. Ah, alors c'est tout simple. En fait, la fibrillation atriale, comme d'autres pathologies cardiaques, peut amener ton myocarde à faiblir et donc à une dysfonction ventriculaire gauche et donc à de l'insuffisance cardiaque. C'est une des causes d'insuffisance cardiaque. Si tu as un patient qui a une cadence ventriculaire rapide comme lente d'ailleurs, il peut avoir une dysfonction VG du fait de l'arythmie. C'est-à-dire que c'est pas physiologique. Et donc certains, on n'est pas tous égaux, et donc certains tolèrent bien et donc peuvent être asymptomatiques, et d'autres peuvent arriver en grande décompensation cardiaque du fait de la fibrillation atriale. Et donc quand tu as une fraction, quand tu fais l'échographie cardiaque, tu recherches à la fois une cardiopathie sous-jacente, c'est-à-dire qui te donne la cause de la fibrillation atriale, mais tu recherches aussi à savoir si ton patient a une FEVG conservée ou pas. Pourquoi? Parce que en cas d'insuffisance cardiaque, il y a des traitements qui sont contre-indiqués. Et donc, notamment, les inhibiteurs calciques bradycardisants, là, comme le Tildiem ou le Verapamil, dans un dossier, si on met ça sur une insuffisance cardiaque, c'est 0. Si on met sur un patient qui a une insuffisance cardiaque de la flécaïne, par exemple, ça, c'est 0. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de cardiopathie structurelle sous-jacente pour prescrire ce type d'arythmie. Donc, c'est pour ça qu'il est important de screener le patient, de savoir s'il a une FEVG conservée, dans quel groupe il se situe. Est-ce que c'est conservé ou pas? C'est plus clair? Oui, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que c'est bon. Alors, on va avancer. Donc, on va passer à un cas un peu plus marrant qui va vous parler davantage, mais qui pourtant arrive. Un étudiant en médecine de 23 ans, donc, qui se présente aux urgences pour des palpitations survenues brutalement dans la nuit après une soirée bien arrosée. Donc ça, c'est souvent post-way, post-soirée médecine, voilà, on a tous fait ça. Pas d'antécédents médicaux connus. L'examen clinique révèle une tachycardie irrégulière, il est à 140 par minute, une tension bon, qui est conservée, un bon état général, et le CG réalisé est celui-ci. Première question, quelle est l'interprétation de cette ECG? Bon, là, c'est facile. On peut remettre le Covid. Ouais. Alors, tu en penses quoi? Moi, Mais oui. tu veux la faire? Ouais, exactement. Si tu avais à le décrire avant de conclure la fibrillation, tu dirais quoi? Je dirais qu'on n'a pas dompté. Exactement. On a une arythmie. Ouais, Ils sont fins. très bien. Ah, irrégulier. Exactement. Et après, accessoirement, donc ce qu'on dit généralement, c'est rythme sinusal, oui, non, QRS fin, oui, non, axe normal, oui, non, trouble de repolarisation, oui, non, signe d'HVG, hypertrophie ventriculaire gauche ou droite, oui, non, hypertrophie auriculaire, bon, là, il n'y en a pas un, mais c'est juste pour vous donner un petit peu le cadre. Voilà. Quand vous interprétez des ECG, c'est bien d'avoir un plan pour être toujours systématique. Vous voyez, moi, j'étais à votre place il y a peut-être 20 ans et je me rappelle toujours que j'avais lu le livre de Daldubin. C'est un petit livre rouge, peut-être que certains connaissent, avec des petits trous. Hein, il y a des mots manquants, ça fait très bébé. Et en fait, c'est super parce qu'il y a des moyens mnémotechniques à la fin, notamment ils disent FRAHI, F-R-A-H-I. Et donc,
c'est fréquence, rythme, axe, signe d'hypertrophie, signe d'ischémie. Et donc, il vous faut vous retenez ce que vous voulez, vous retenez juste, peu importe vos lectures, mais vous retenez un plan pour à tous les coups avoir tous les points. C'est ça l'idée. Alors, quelle est l'interprétation de cette ECG? Bon, là, fibrillation atriale, on l'a dit. Parfait. Quelle est la prise en charge initiale recommandée? Ouais. Bah oui. Moi, j'aurais dit ça aussi. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais fait? Ouais. Alors, oui. Donc, effectivement, faut le surveiller, hein, c'est wait and see, hein, donc bon, faut attendre. Et puis, généralement, ça va s'amender, le rythme sinusal va retourner spontanément. C'est ce qu'on a dit juste avant, donc pas de surprise. On aurait pu discuter l'AD, c'est-à-dire lui mettre un traitement, bon, il est rapide, il a une cadence musculaire très rapide, le temps qu'il se remette en rythme normal, on peut se permettre de le ralentir, mais on va pas tenter de le cardio-verser particulièrement parce que la plupart du temps, spontanément, ça se résout. Alors, que faire en cas de premier épisode de FA? Vous voyez, hein, toujours pareil. Le plus facile, faut toujours commencer par ce qui est plus facile à retenir. Hémodynamiquement instable, directement, vous faites un choc électrique. Si vous êtes stable, à ce moment-là, on fait le fameux CARE, tout ce que je vous ai présenté juste avant. On va discuter le contrôle de la fréquence cardiaque. Donc, c'est ce que je vous disais, on peut lui mettre des bêta-bloquants, de la digoxine. Bon, il y a certainement une fraction d'éjection normale à son âge. Donc, on peut tout faire. Et pour la cardioversion, s'il est symptomatique, donc là, c'est pas une FA persistante, hein, puisque c'est une FA de novo. Hein, ça dure depuis moins de 48 heures. Et donc, ce qu'on va plutôt favoriser, c'est l'attente et voir si le rythme retourne en rythme sinusal spontanément. Alors, là, c'est la prise en charge de la FA paroxystique. C'est ce qu'on avait déjà vu pour le cas précédent. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus, sauf si vous avez des questions. Quand l'anticoagulation est-elle nécessaire? Alors, ça, c'est intéressant parce que ça, même des médecins aux urgences nous posent ces questions-là. Et pourtant, ben oui, exactement. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui, en fait, immédiatement. C'est-à-dire qu'un patient qui sous vos yeux est en fibrillation atriale, il faut imaginer qu'il y a une sidération de son auricule, une sidération de son oreillette gauche, et que peu importe l'âge qu'il a, eh bien, il peut faire un thrombus au niveau de l'oreillette. Le SHADVA, il intervient dans l'indication d'anticoagulation au long cours. Mais dans l'immédiat, le patient anticoagule et après, si le SHADVA est à 0, au long cours, il n'aura pas à vivre une anticoagulation efficace. Mais lui, en l'occurrence, si sous vos yeux il est en fibrillation atriale, ben, c'est qu'il faut le traiter. Ah oui, c'est sûr que tu peux bêta-bloquer, le ralentir et lui mettre un traitement anticoagulant. Et après, tu réfléchis tu attends de voir s'il retourne en rythme sinusal et effectivement, l'indication d'anticoagulation, là, il est jeune, 21 ans, SHADVA à 0. On va pas lui mettre une anticoagulation à vie. Alors, excuse-moi, il y a deux questions. La première, c'est Anaïs qui pose une question. Si on ferme l'auricule, on peut arrêter l'anticoagulation? Ah ben, c'est une très bonne question. Elle doit être en 6e année, elle, pour poser cette question-là. Alors, si on ferme l'auricule, en pratique, la fermeture de l'auricule gauche est indiquée chez les patients qu'une contre-indication à l'anticoagulation. Donc, c'est que dans ce cadre-là qu'on fait ce genre de geste. Donc, effectivement, s'ils ont une contre-indication au décours de la fermeture, l'objectif, c'est d'arrêter, donc on n'anticoagule pas. Il n'y a qu'un seul contexte où on peut être amené à anticoaguler les patients, c'est quand on fait une chirurgie. C'est-à-dire qu'un patient qui a, typiquement notre patiente d'avant, elle a une chirurgie, donc qui t'a ouvert le thorax. Hein. Si elle était en fibrillation atriale, on remplace la valve par une valve mécanique pour elle.
Et on peut se permettre de fermer, mais chirurgicalement, l'auricule gauche. Et pour autant, on continue l'anticoagulation. Mais sinon, c'est plutôt chez les patients qui ont une contre-indication à l'anticoagulation. D'accord. Voilà. Ensuite, on a jardin-balcon. Ah ben, c'est mignon. Qui pose une question. Pour une FA permanente, on ne vérifie pas la fraction d'éjection pour savoir si on la respecte. Y a-t-il un seuil de fraction d'éjection pour ces patients? Alors non, enfin oui, pour la FA permanente, peu importe le type de FA, paroxystique, persistante, permanente, dans tous les cas, on évalue la FEVG parce que certains traitements sont contre-indiqués en fonction de la FEVG. Une mamie qui est en fibrillation atriale permanente qu'on va respecter, si elle a une FEVG qui est inférieure à 40%, on va pas lui mettre des inhibiteurs calciques bradycardisants. Donc, dans tous les cas, on l'évalue. Voilà, très bien. Donc, on fait comme ça. Quel examen complémentaire est prioritaire? Bon, là aussi, c'est facile. Le? On fait quoi? Exactement, on fait l'échographie cardiaque. Donc, ça revient à ce qu'on vient de dire. Très bien. Et quel médicament est recommandé pour le contrôle de la fréquence cardiaque? Là, je vous ai donné la réponse déjà avant. Ouais, bêta-bloquant. Bon, chez lui, qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Ouais, bon après, c'est vrai qu'il n'y a pas de S. Hein. Il y a pas de mais bon. En tout cas, les antagonistes calciques, exactement. Quand envisager une cardioversion? Ouais, c'est ça. Exactement. Eh ben, c'est bien. Donc ça aussi, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir. C'était dans le premier cas déjà. Je vais vous expliquer tout ça. Quel suivi proposer après un retour en rythme sinusal? Donc là, je vous mets dans la peau du médecin généraliste, du cardiologue, vous êtes en consultation. Qu'est-ce que vous allez faire de ce patient après? Qu'est-ce que vous allez lui proposer? Il rentre chez lui et puis voilà. Ouais, exactement. Bah, c'est bien, vous êtes bon. Merci, il a vu de l'alcool. Pourquoi on fait un bilan éthyologique quand même? Alors, c'est une très bonne question. Parmi vous qui boit de l'alcool, qui a déjà eu une cuite? Et parmi vous, qui a déjà fait de la FA? Tu l'aurais senti. Tu l'aurais senti, je t'assure. Mais par contre, vous êtes d'accord que on a tous été en médecine, on a tous fait des soirées médecine, et pourtant tout le monde, heureusement, n'a pas fini aux urgences et avec de la fibrillation atriale. Donc probablement, il y a des études qui montrent ça, qu'il y a des gens qui ont des propensions à faire de la fibrillation atriale quand ils ont des triggers, des facteurs déclenchants. Donc c'est vrai que au-delà de l'alcool, peut-être qu'il a un problème de thyroïde, hein, comme ça peut arriver, peut-être qu'il a un problème de kaliémie. Et donc, du coup, c'est bien de faire un bilan étiologique minimaliste et au moins une échographie cardiaque. Parce que c'est pas systématique. Ouais, parce que là, bon, on a une vraie cause et c'est pas, en tout cas dans les recommandations, c'est pas marqué de manière systématique. Voilà. Quel rôle joue l'éducation du patient? Ouais, exactement, exactement. Faut l'éduquer, faut lui expliquer que voilà, qu'il faut éviter de lever le coup de trop parce que c'est à risque chez lui. Quel traitement proposer pour prévenir les récidives? Bon, ça revient à ce qu'on a dit. Donc, mesure hygiéno-diététique et contrôle. Comment? Voilà, exactement. Donc, c'est le C de care. Vous voyez que ça revient à chaque fois. Quels signes doivent alerter lors du suivi? Exactement. Ben voilà. Je comprends pas pourquoi les notes sont mauvaises. Non, je sais pas, je sais Moi, pas. par exemple, j'ai tout coché plus tous ces signes. Ah, d'accord. C'est Oui. comme ça que ça fonctionne. Ouais, vu comme ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas isolé, oui. C'est vrai. Tu as raison. Alors, est-ce que vous avez des questions là, à l'issue de tout ça? Questions, ça va? C'est un peu plus clair dans votre esprit, la fibrillation atriale? Super. Alors, on va enchaîner.
Cas numéro 3. Toujours un cas véridique. Oui. Ah, parce que parfois les patients ils font des événements neurologiques quand tu embolises et donc c'est important. Si tu as une patiente qui a des céphalées transitoires, un patient qui a des vertiges, qui a des troubles de l'équilibre et tout ça, il faut être plus vigilant parce que la propension, c'est de faire des événements emboliques. Moi, j'ai une question, et c'était par rapport à l'ECG, l'image de télé, parce que il y a un lien qui me l'a fait, mais le syndrome de Wolff-Parkinson-White, on pourrait revenir dessus. Ouais. Je croyais en voir, mais enfin, comment ça se présente? Ouais, c'est une bonne question. Tu as quelle année? Super. Eh bien, en fait, pour toi, la définition du Wolff-Parkinson-White, c'est quoi? En fait, moi, j'avais juste une image en tête d'un TS un peu comme ça, quoi. Ouais. Alors, généralement, le Wolff-Parkinson-White, peut-être que tout le monde sait c'est quoi? Ouais, en fait, c'est que vous avez un faisceau accessoire qui choque le nœud auriculo-ventriculaire. Et donc, ça passe des oreillettes au ventricule direct. C'est comme si vous aviez un petit faisceau, donc comme si vous faisiez de la dissection sur un cœur, vous verrez que c'est une petite bande musculaire, si vous voulez. Et en fait, ça conduit plus rapidement que le tissu conductif normal, qui est nœud sinusal, nœud AV, faisceau de His et Purkinje et tout. Et donc ça choque tout ça et ça passe directement au ventricule. Et donc, qu'est-ce que ça donne sur un ECG? Généralement, ça donne un espace PR court. Donc là, il n'y a pas de PR parce que c'est une fibrillation atriale. Et donc, ensuite, un empattement initial du QRS, non delta, parce que justement, la conduction passe directement par le faisceau accessoire. Et donc, ça élargit un petit peu le QRS. Et donc, ça donne un aspect qu'effectivement, que tu as pu penser, mais c'est pas le cas. Et donc, ça peut pas être un Wolff-Parkinson-White. Et l'autre chose, c'est que si vous faites de la fibrillation atriale, c'est pour ça que ta question elle est très bonne, à l'étage atrial, si la fréquence est rapide et que tu as une autoroute, comme le Wolff-Parkinson-White, un faisceau accessoire qui conduit plus vite que ton tissu normal, qu'est-ce qui se passe? C'est pire. C'est-à-dire que la FA, elle va bombarder dans le faisceau, ça va bombarder le ventricule, ça va faire une FV, ça va faire la mort. Tu vois? Et donc ça, c'est un truc c'est l'angoisse voilà. Donc, si tu vois, ça aurait été une FV. Donc voilà. J'ai demandé au motard de partir, excusez-moi. Ah. Bonne initiative. Ok, donc là, on a fait le tour de la FA. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a parlé du Wolff-Parkinson-White, c'est bien, ça permet de parler d'autres choses. Alors. Je regarde juste s'il y a des questions dans le chat. Si vous avez des questions dans le chat, allez-y, profitez-en. A priori, c'est bon. C'est parfait. Troisième vrai patient, Monsieur DL, 65 ans, il se présente aux urgences pour des palpitations persistantes depuis 5 jours. Dans ses antécédents, donc il a hypertension artérielle diabétique, il décrit plutôt une fatigue, une dyspnée d'effort modérée, il a une fréquence cardiaque à 134 par minute, une tension artérielle à 140/85, pas trop mal, il a une saturation en air ambiant qui est correcte. Quelle est l'interprétation de votre ECG? Qui veut se lancer? S'il y en a en ligne qui veulent se lancer, c'est pas toujours ceux qui sont là. Oui, ils peuvent parler, en tout cas, il n'y a pas de souci. T'as pas trop entendu, Anaïs? Ou Cécile? Ah, ça y est, plus personne là. C'est bon. Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que y en a qui veulent interpréter? Toujours pareil, c'est pas compliqué. Ouais, vas-y. Non, mais en fait, je me rends compte qu'on a pas eu le même ECG, je crois. Ah bon? Ah oui, je viens de voir ça. C'était pas le même ECG dans la colle, ils viennent de dire dans le chat. Parce que moi, je voyais pas on avait le même que le dossier 2. Ouais. Ah bon? Ah, c'est normalement, c'est celui-là.
Ah, ben non, c'est que celui-ci que j'ai mis. Hein. Bon, ben c'est pas grave, ils vont le faire en direct. C'est pas grave. C'est très bien. Vous êtes en condition des Écosses, là. C'est pas grave. On ne doit pas s'occuper des notes, hein, du coup. Hein. Alors, qu'est-ce qui veut en acapella se lancer là-dessus? Ça vous fait apprendre quelque chose en plus? Alors, qu'est-ce que j'ai pas encore entendu? Il n'y a pas d'entrée déjà. Ouais, clairement. Ça commence bien. Irrégulier. Irrégulier, tout à fait. Ouais. On me dit onde F dans le chat. Eh ben ouais, ils sont trouvés. C'est bien, ils sont bons. Onde F. Ça veut dire que c'est quoi ça? Exactement, c'est un flûteur à conduction variable. C'est pour ça que les intervalles RR sont irréguliers. Donc ça, vous pouvez vous le mettre dans l'œil. Donc c'est pas de la FA, c'est un flûteur. Et donc, quelle est l'interprétation? Ben, du coup, vous n'avez pas le bon ECG. Donc voilà, hein, c'est un flûteur à triade typique à conduction variable. Là, c'était normal. Quel traitement initial proposé pour ralentir la fréquence cardiaque? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer au petit monsieur? Toujours pareil, on va se répéter les choses. Ouais, exactement. Bêta-bloquant ou... Ouais, exactement. Une anticoagulation était nécessaire avant une cardioversion. Alors ça, je crois que j'avais modifié. Oui, exactement. Complètement. Tout à fait. Et si un thrombus est visualisé, oui, il faut anticoaguler avant de cardioverser. Si on voit un thrombus, on attend, on refait une ETO, une échographie transœsophagène à 3 semaines pour s'assurer que ça disparaît et après on choque parce que sinon ça fait des AVC. Donc effectivement, quel examen complémentaire est indispensable avant la cardioversion électrique? Bon, on en a parlé. Tout à fait, bravo. Et, quelle stratégie de contrôle du rythme proposée après ralentissement de la fréquence? Donc là, c'est avec les informations que vous avez maintenant par rapport au diagnostic sur le CG, qu'est-ce que vous choisiriez maintenant? Oubliez ce que vous avez choisi à la maison. Est-ce qu'on le cardioverse de manière électrique immédiatement? Ouais. Bon, le flûteur, c'est moins paroxystique. C'est ça le problème. Oui, il a des palpitations. Il a quel âge? 65 ans. Bon, j'aurais dû regarder bien. Ouais, alors immédiate. C'est vrai qu'il est hémodynamiquement stable. C'est un peu cher payé. Alors, je vais pas vous laisser dans l'expectative comme ça. Ce qui est indiqué, c'est l'ablation par radiofréquence. Alors, ce que vous devez retenir, c'est la différence justement. C'est la deuxième chose que vous allez apprendre ce soir. Une fibrillation atriale, vous avez vu toutes les séquences. On peut mettre antiarythmique, on met anticoagulant. Parmi les traitements parmi les outils, les armes qu'on a pour le contrôle du rythme, vous avez l'ablation. Mais pour le flûteur, c'est encore plus facile. C'est ablation en première intention. Peu importe le patient que vous voyez passer, ce qu'on va toujours lui proposer, c'est une ablation de son flûteur. Pourquoi? Parce que c'est une procédure qui est très simple. Comment ça se passe? Je vous ai dit que pour l'AFA, c'est au niveau des veines pulmonaires que vous avez des circuits de micro-réentrée qui tournent et qui dépolarisent le massif atrial gauche et qui ensuite conduisent au reste du tissu conductif. Pour le flûteur, c'est encore plus facile. C'est un grand circuit qu'on appelle circuit de macro-réentrée qui tourne comme ça au niveau de l'anneau tricuspide et qui passe par l'isthme cavo-tricuspidien. Et donc, c'est à droite. Donc, vous voyez que c'est encore plus facile. Donc, comment faire pour supprimer ça de manière pérenne? On monte une sonde au niveau, par exemple, fémoral, au niveau de la veine. On monte juste ici, comme vous voyez ici. Donc, on est au niveau de la veine cave inférieure. On arrive dans l'oreillette droite et on passe ici au niveau de l'isthme cavo, la veine cave tricuspidien.
valve tricuspide, on fait de la radiofréquence et donc on coupe le circuit qui tournait comme ça. Et c'est fini, le patient ne fera plus jamais de flotteur atrial. Donc c'est tellement simple qu'en première intention, ce qui est recommandé, en tout cas, c'est d'amener le patient vers l'ablation du flotteur. Alors, quelle est l'indication principale de l'ablation? Bon, ben voilà. Traitement curatif. Voilà, ça, je vous ai donné la réponse. Quelle anticoagulation proposée à long terme? Aspirine seule. Exactement. Ben, c'est l'autre chose qu'il faut retenir pour ce soir, c'est AOD, 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 sauf si on a une valve mécanique ou une sténose mitrale rhumatismale. Sinon, c'est AOD à toutes les sauces. Aspirine, c'est MZ, c'est mi-0. Double intervention plaquettaire, pareil, hein, on fait pas ça. Vous pouvez voir ça passer parfois chez des médecins qui mettent des antiagents plaquettaires en se disant que ça va protéger. Pas du tout. Ça a été évalué, étudié, il y a une littérature là-dessus. Faut pas faire ça. Ça sert à rien. Anticoagulant AOD. Quel suivi proposé après une cardioversion réussie? Ouais, mais là, c'est un peu pareil, hein, c'est toutes ces réponses. Donc, effectivement, tout pourrait être rouge, hein. Donc, c'est bon. Quels signes doivent alerter le patient en cas de récidive? Ouais, exactement. Palpitations, essoufflement, ouais, dyspnée au repos, trouble neurologique, ouais, clairement. Parfait, impeccable. Et quand, bon, là, c'est pour la partie un peu médecine. J'ai quand adresser le patient à un spécialiste? Bon, la plupart du temps, hein. C'est sûr que pour tout ce qui est ablation et tout ça, de toute manière, ça passe toujours par le cardiologue, dans tous les cas. On le soigne pas de son côté. Et donc, est-ce que vous avez des questions pour le flûteur? Donc là, on a fait fibrillation atriale. Normalement, peu importe ce qui tombe, vous êtes au taquet. On a fait flûteur atrial. C'est une version un peu plus light de la fibrillation atriale qui est plus facile à traiter. Mais l'indication d'anticoagulation, c'est la même que pour la fibrillation atriale. Le contrôle de la fréquence cardiaque, c'est le même raisonnement que pour la fibrillation atriale. Mais par contre, pour le contrôle du rythme, c'est l'ablation en première intention. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Est-ce que là, comme ça, petit sondage, vous connaissez d'autres arythmies à part les deux là qu'on a faites? Atrial ou ventriculaire? Atrial. Non, on ne connaît pas d'autres. Et entre les deux. BAV. Alors, BAV, ça c'est bloc auriculo-ventriculaire. C'est un item différent. Ça c'est plutôt, là on est dans des troubles du rythme qui peuvent être soit atrial, soit ventriculaire, soit entre les deux. Et de l'autre côté, tu as des troubles de conduction. C'est-à-dire que c'est différent, ou là, c'est plutôt des pacemakers, c'est autre chose. Mais dans les troubles du rythme, il y en a un qui arrive chez les jeunes. Ça vous dit quelque chose? Alors, ton stade de pointe, oui, c'est une forme de trouble du rythme, effectivement, qu'on peut amener à. Voilà, c'est ça. Vous avez la tachycardie jonctionnelle aussi, c'est quelque chose qui peut tomber, que vous pouvez voir, en tout cas. Et c'est généralement l'une des causes pour lesquelles on voit les sujets qui sont jeunes. Et c'est un peu pareil. L'intérêt de la tachycardie jonctionnelle, c'est que là, vous avez un circuit de réentrée au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et donc, ça dépolarise le faisceau de His et les deux branches à gauche et la branche droite. Et ça donne une tachycardie qui est régulière avec des ondes P rétrogrades parce que ça vient du nœud AV, mais du coup, ça remonte aussi. Et donc, ça donne des ondes P rétrogrades. La particularité, c'est que ça s'arrête quand on déprime ce nœud AV, première intention par des manœuvres de Valsalva, ou alors par de l'adénosine. Vous verrez ça quand vous passerez aux urgences. J'ai une question. Ça veut dire que c'est après le QRS. Parce qu'en fait, ça naît du nœud AV, ça remonte, ça dépolarise les oreillettes après, donc tu vois l'onde P qui représente la dépolarisation de tes oreillettes, mais tu les vois après. Et donc ça, vous pouvez retenir ça aussi, en partant ce soir. La tachycardie jonctionnelle, bon, c'est souvent des sujets jeunes, voilà. Ça s'appelle aussi la maladie de Bouvray. Et la particularité, c'est que il n'y a pas besoin d'anticoagulation.
contrairement à tout ce qu'on a dit. C'est pas quelque chose de grave. Généralement, c'est bien toléré. Les patients peuvent être à 180, mais ils tolèrent ça très bien. Et donc, il n'y a pas besoin d'anticoagulation chez ces patients-là. On peut l'arrêter, manœuvre en massant le sinus carotidien, en faisant des manœuvres de Valsalva. Si ça fonctionne pas, adénosine. Et que dire de plus sur cette et ça peut aussi, comme les autres, s'ablater et donc ne plus jamais revenir. Vous voyez? Il n'y a pas besoin d'anticoagulant parce qu'il n'y a pas de potentiel thrombogène. Effectivement, ça donne pas de cailleux, ça donne pas de thrombus au niveau des oreillettes, contrairement au flotteur, à la tachycardie atriale et à la fibrillation atriale. Voilà. Donc ça, vous pouvez retenir ça. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours retenir ce qui se passe à l'étage atrial, ce qui se passe au niveau du neuro-équilio-ventriculaire et ce qui se passe au niveau du ventricule. Fibrillation atriale, tachycardie ventriculaire, c'est quoi? Fibrillation ventriculaire, tout ça. Comme ça, vous retenez avec l'anatomie, c'est plus facile. Bon, en tout cas pour ce soir, ce qu'il faut que vous reteniez pour la fibrillation atriale, c'est ça, c'est clair. Comme je vous ai dit, hein, traiter les comorbidités, hypertension artérielle, la glycémie, le diabète, le cholestérol, le syndrome d'apnée du sommeil, l'obésité, tout ça. C'est pour éviter le risque thromboembolique, le risque d'infarctus cérébral notamment. Donc, c'est une réflexion sur qui anticoaguler versus qui ne pas anticoaguler, en tout cas au long cours. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est le CHADVA, c'est le score principal. R, c'est réduire les symptômes. Les patients, généralement, effectivement, ils sont plutôt tachycardes, ils ont des palpitations, ils sont dyspnéiques. Et donc, il va falloir réfléchir à comment ralentir la cadence ventriculaire du patient. Donc, on a vu les tableaux en fonction de la FEVG, déjà. Vous avez à disposition les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques bradycardisants, la digoxine. Ensuite, contrôle du rythme, à qui je vais contrôler le rythme. Et donc, vous avez donc soit la cardioversion électrique, soit la cardioversion pharmacologique. Donc, ce qu'on a vu, amiodarone, flécaïne et tout ça. Et en E, quand mon patient il va bien, ben, je le réévalue, je m'assure que ça ne récidive pas, qu'il garde une FEVG conservée, je le suis. Donc ça revient à ce que je vous ai dit. Vous voyez, le C, hypertension, contrôler l'insuffisance cardiaque, le syndrome d'apnée du sommeil. Vous voyez, tout à droite, alcool, qu'il faut réduire. Donc, ça correspond à notre cas. La prise en charge donc des comorbidités, hein, vous voyez, hein, hypertension, insuffisance cardiaque, diabète, obésité, syndrome d'apnée du sommeil, faire de l'activité physique. Donc, c'est ce qu'il faut gérer. C'est une prise en charge globale de votre patient. Le A, c'est vraiment le SADVA. Éviter donc les événements neurologiques ou les événements emboliques grâce à l'anticoagulation efficace. Et donc, tout ce que vous devez retenir, c'est AOD+++++, et ce sera souvent de l'apixaban. R, réduire les symptômes. Grâce à quoi? Grâce au ralentissement de la cadence ventriculaire et du rythme. Et donc, vous avez à votre disposition tout ça, cardioversion, antiarythmique, ablation de la fibrillation atriale. Et E, c'est la réévaluation, le suivi de vos patients. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais mettre ça pour la lumière, sinon la lumière. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur le dossier 2, s'il vous plaît? Alors, comment je fais ça là? Voilà. Ouais. Merci. Dossier 2, je te laisse, je pense. Ouais. Alors, c'est quoi ta question? En fait, il y a plusieurs réponses que je vais vous poser des questions. Ouais. Lorsque vous parliez du contrôle de la fréquence, vous n'avez pas coché digoxine, et je veux savoir pourquoi. Parce que la digoxine, on l'utilise vraiment en dernière intention. Et donc, si un sujet qui est jeune, lui, c'est ça. Si un sujet qui est jeune, on va toujours favoriser les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques. En fait, chez les patients qui sont
âgés, qui ont beaucoup de comorbidités, on va avoir une propension parfois à mettre de la digoxine, comme ça, on n'a pas d'impact notamment sur la tension artérielle. Les inhibiteurs calciques et les bêta-bloquants, c'est à la fois des traitements bradycardisants pour l'AFA, mais c'est aussi des traitements anti-hypertenseurs, si vous avez fait l'item sur l'hypertension artérielle. Et donc, c'est vrai que en première intention, on va pas lui mettre de la digoxine. D'accord. Vous pouvez avancer un petit peu, s'il vous plaît. Alors, c'est c'est lequel? Laquelle question? Après celle-là. Ouais. Là, j'ai posé. Après. Ouais. Vous pouvez revenir juste avant la question 6, je crois. La 7? La 6, je crois. La 6, ouais. Non, c'est pas ça, c'est la 8, alors désolé. La 8, ouais. Alors, quel rôle joue l'éducation du patient? Non, c'est bon du coup. Ok, c'est bon. J'ai Ouais. tout, c'est tout ce que j'avais comme question. Merci. Ok, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans le chat, je vois pas d'autres questions. C'est parce que je viens de rentrer, mais si vous avez d'autres questions, posez-les maintenant. A priori. Bon, en tout cas, j'espère que c'est plus clair. Ça tombait très souvent avant. Moi, je suis tombé. Ouais, moi aussi. Donc, bon, en tout cas, vous avez l'essentiel, raisonnez avec les piliers dont je vous ai parlé, et je pense que dans tous les cas, bon, là, c'était des cas, c'était vraiment pour essayer de brasser, d'avoir le maximum d'informations. Mais dites-vous, quand vous faites des cas cliniques, des crocs et tout ça, que généralement, les enseignants, ils sont pas là pour vous piéger. L'importance pour eux, c'est que vous connaissiez les choses et que vous tuez pas les patients sur la feuille. Et donc, il y a pas de mouton à 5 pattes, il n'y a pas de choses très compliquées. Il faut toujours rester simple et partir de grands cadres et au fur et à mesure ouvrir les tiroirs, les dossiers, les feuilles et faire un peu les choses en entonnoir quand vous apprenez vos items. Juste une question. Pour revenir à la question du dossier, en fait, vous avez mis les A et B. Et pour l'anticoagulation, on va mis directement quelque chose sur la durée de l'AFA ou si elle n'est pas directement 48 heures? Alors, généralement, c'est juste que si tu as un patient qui est sous tes yeux est en fibrillation atriale, tu vas lui mettre l'anticoagulation d'emblée. Sauf que dans les recommandations, ils te disent aussi que si la durée dépasse 48 heures, tu peux pas te permettre de cardioverser un patient s'il n'est pas anticoagulé. C'est-à-dire que quand un patient, et là même, c'est même pas 48 heures, maintenant c'est 24 heures, donc avant c'était 48 heures. Si tu as un patient qui arrivait, qui était bon, qui avait nécessité de cardioversion assez rapide et que on savait que ça faisait moins de 24 heures, avant c'était 48 heures, dans ce cas-là, tu pouvais te permettre de le cardioverser. Mais bon, là, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que d'emblée, si vous sous vos yeux, vous avez un patient qui a un FA, il faut l'anticoaguler. C'est la question qui revient tout le temps quand on est de garde, d'un patient qui est jeune et tout, qui a un chat-va à 0, il y a une gentille qui appelle pour dire, bon, je vais pas l'anticoaguler, alors qu'en fait, non. Il faut. Pour revenir rapidement sur les traitements ABK. Ouais. Alors, ça, c'était où? Tac. Attends, c'est pas ça, non. C'est quoi, c'est ça? Non, c'est des AOD, c'est quoi, c'est ça? Ouais, c'est en gros, on parlait Ouais. Des quoi? des AVK. Alors, les AVK, en fait, ce que tu vas retenir des AVK, ça s'appelle donc antivitamine K. Tu en as deux principalement en France. Tu as la fluidione, c'est le Préviscan, et la Coumadine, qui est un peu plus stable et qu'on peut préférer parce que du coup, l'INR est plus stable. Et donc, comme je précisais, pour évaluer l'efficacité des AVK, il faut avoir un INR entre 2 et 3. Et donc, en fait, avant, les patients, et même pour les patients qui ont des valves, c'était vraiment le boulet parce qu'il fallait faire des prises de sang régulièrement,
dès qu'on modifiait la posologie des AVK, il fallait faire un INR toutes les 48 heures jusqu'à l'équilibre de l'INR. S'il y avait une variation du fait, il y a beaucoup d'interactions à la fois médicamenteuses, mais même dans l'alimentation, c'est-à-dire qu'il faut pas manger trop de choux, pas trop d'aliments avec beaucoup de vitamine K, sinon ça fait varier le taux. Donc c'était vraiment pénible pour les patients. Et donc moi c'est comme ça, c'est ce que j'ai connu quand j'étais à votre place, il y avait que les antivitamines K. Et après, eh bien il y a les anti-2A, anti-facteur 2 activés. Donc, dans la cascade de la coagulation, là, vous allez voir ça. Quand on inhibe ce facteur-là, donc ça, celui-ci, c'est le premier qui est arrivé, c'est le dabigatran. Et ben du coup, on anticoagule aussi les patients, sauf qu'il n'y a plus besoin d'avoir l'INR. Donc, c'est pas la peine de doser l'INR chez ces patients-là, parce que en fait, ça sert à rien. Qu'il soit à 0, à 1, peu importe, ça n'a aucun impact sur notre prise en charge. C'est efficace d'emblée. Et donc, ça, c'est anti-2A. Et après, tout ce qui est oxaban, vous voyez, apixaban, rivaroxaban et doxaban, c'est des anti-facteur 10, le X, facteur 10 activé. Et donc, toujours qui est présent dans la cascade de la coagulation. Et c'est ces traitements-là qui maintenant dominent le marché. Parce qu'après, vous imaginez, il y a beaucoup d'études qui ont comparé tous ces traitements-là en face-to-face. Et ceux qui donnent le moins d'hémorragie intracérébrale, le moins d'hémorragie digestive et qui sont le mieux tolérés, ben le premier, c'est l'apixaban. Donc, vitamine K, retiens ça que si vraiment, c'est même pas la peine de retenir, c'est que si tu as une prothèse mécanique ou une sténose mitrale, mais sinon, tu seras pas amené à prescrire ça. Merci. D'autres questions? D'autres questions dans le chat, alors on regarde de suite. Le chat. On te remercie. Bon, eh bien, avec plaisir, hein. Continuez comme ça, hein. C'était bien. Belle interactivité. Et puis, ben, continuez à bien apprendre la cardiologie et faites tout ce cardio. Merci beaucoup, Yann. Avec plaisir. Et puis, ben, on se dit à une prochaine pour un autre thème passionnant, peut-être sur le syndrome coronaire. Ouais, pas mal. Allez, bah super. Et ben, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et puis, donc, comme je vous disais, on organise le concours blanc dans un mois. Donc, soyez prêts à tous. Et puis, on vous enverra les items à réviser. Voilà. Au revoir à tous. Je fais l'enregistrement. Ça enregistre depuis tout à l'heure, alors ça s'enregistre sur le. Je sais pas combien ça va faire de gigas ce truc. On aura accès au web. On aura pas accès au web.